Bonjour à tous. Alors, Pierre a balayé un certain nombre de secteurs. Donc, je vais désormais me focaliser sur les marchés des produits de grande consommation courante et vous parler de l'évolution récente des achats alimentaires observés sur le mois de mars, arrêté donc au 22 mars sur le marché français. Et comme nous entamons notre 5e semaine de confinement, en un mois, finalement, notre quotidien a profondément changé. On a presque oublié comment on vivait avant. Donc, tout d'abord, je vais commencer par un petit rappel de l'état de la consommation avant le Covid-19. Alors, jusqu'en mars, la consommation des produits de grande consommation était de moins 1,2% en volume. Donc, on était sur une tendance qui était au consommer moins mais mieux, avec moins de protéines animales, plus de végétal, une tendance à essayer de moins gaspiller, une aspiration aussi à manger bio, des produits naturels, beaucoup plus de produits locaux également, et avec une quête de qualité qui domine la quête de prix bas, et une méfiance des Français vis-à-vis de leur alimentation en fait qui est au plus haut. Avec une défiance aussi vis-à-vis des agriculteurs, vis-à-vis de la grande distribution. Il y a une suspicion également autour des ingrédients industriels, donc qui aboutit finalement à une obsession du contrôle, avec l'utilisation d'applications comme Yuka, donc par des consommateurs qui avaient même inventé un nouveau mot, Yukaisé, donc pendant les courses. Et donc un consommateur qui dicte désormais donc ses règles aux acteurs de la grande consommation et qui se tourne vers les labels de qualité qui les rassurent, vers les petites marques, vers des marques collaboratives comme C'est qui le patron par exemple, dont on a beaucoup entendu parler, et puis donc des consommateurs qui ont envie de reprendre les rênes de leur consommation et de donner un sens à leur consommation qu'ils voudraient plus responsable. Alors ça, c'était le monde d'avant, j'ai envie de dire. Au mois de mars, la consommation des produits de grande consommation courante s'emballe et on enregistre une progression de plus 20% à la fois en valeur et en volume. Donc c'est du jamais vu depuis plus de 20 ans, depuis que moi j'analyse les panels, on n'a jamais vu ça. Donc c'est à la fois sous l'effet de paniers beaucoup plus remplis et puis d'une hausse de la fréquence de visite au point de vente. Et donc c'est finalement près de 50 € qui ont été dépensés en plus au cours du mois de mars par ménage en moyenne. Alors cette hausse, elle se vérifie partout en France, mais surtout dans les régions les plus touchées par l'épidémie, d'une part. Et puis on le constate, finalement, tous les foyers ne se sont pas préparés de la même façon à cette pandémie. Les foyers plus modestes et plus fragiles et qui sont plus inquiets aussi, finalement, ont particulièrement stocké. Les foyers de région parisienne ont aussi mieux anticipé le confinement, sans doute parce qu'ils ont moins l'habitude en fait, de stocker, en raison de leurs logements qui sont plus petits. Et puis, le début du confinement a été marqué par un exode assez notable de citadins en direction de la campagne. On a pu observer le même phénomène d'ailleurs dans d'autres pays, comme l'Espagne par exemple, puisque la campagne et puis la nature finalement sont vues comme une sorte de lieu de refuge en situation de crise. Alors cette frénésie s'est déroulée en 2 temps. Il y a eu une première phase, après l'annonce de Macron du stade 3, qui a provoqué une panique et du coup un afflux en magasin qui était vraiment digne d'une préparation d'état de guerre, on peut dire. Et puis ensuite une deuxième phase, une fois le confinement décrété. C'est ce qu'on voit en fait en bas dans le détail des résultats à la semaine, avec un ralentissement de la fréquence de visite, mais une hausse massive sur la taille des paniers. Donc désormais, on va un peu moins souvent faire ses courses, mais par contre, on continue à en mettre de plus en plus dans son caddie ou dans son panier. Alors, les critères de choix habituels ont été un petit peu chamboulés parce que finalement, ce qui comptait, c'était de faire très vite, de passer le moins de temps possible dans les magasins, de s'approvisionner en produits alimentaires sans être contaminé. Donc l'heure, elle est plutôt au pragmatisme et à la rationalisation des achats. Et les consommateurs se sont tournés vers les produits qu'ils ont l'habitude d'acheter,
Ça les rassure aussi d'acheter des marques qu'ils connaissent pour remplir leur placard. Et il est bien évident que lors de leurs achats paniques, les consommateurs n'ont pas vraiment regardé la composition des produits, ils n'ont pas pris le temps de consulter leur application Yuka. Donc ils ont été moins regardants sur les cautions qualité, pardon, ainsi que sur le prix qui, comme vous le voyez, a été relégué au second plan. Mais ça, on va le voir, ça ne devrait pas durer. Alors, c'est finalement pas moins de 84% des catégories qui sont en croissance volume. Donc, les Français ont reconstitué leur stock de produits de première nécessité, les produits fonds de placard comme les conserves, les pâtes, le riz, l'épicerie salée d'une façon générale, le papier toilette, on en a énormément entendu parler. Et donc, les Français se sont rués logiquement vers les produits d'hygiène aussi, les savons en tout genre. Les produits d'entretien pour la maison, qui répondent à l'obsession du moment qui est de tout cleaner, de tout aseptiser. D'autant plus qu'une partie des consommateurs aujourd'hui a plus de temps pour faire le ménage. Et puis finalement, c'est une occupation comme une autre en cette période de confinement pour tous ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile. Alors du stockage, mais pas seulement, parce que finalement, il faut désormais nourrir toute la famille pour tous les repas, y compris le déjeuner qui est en très forte croissance. Et puis la consommation à domicile bénéficie aussi des reports du hors domicile, donc les restaurants, les cafés, les cantines, les pots d'entreprise, etc. Donc toute cette activité qui a été mise en suspens et qui représente 25% des actes de consommation des ménages pour couvrir la consommation habituellement réalisée hors domicile. Et puis, comme vous le voyez aussi, pour se détendre, dans cette période quelque peu anxiogène, on est assez nombreux à s'accorder des petites pauses grignotage, plutôt sur des produits de plaisir, comme en témoignent les croissances à droite des marchés comme le chocolat, les biscuits, les cookies, les tartelettes, etc. Alors pour se détendre et puis casser la routine aussi et retrouver du lien social qui a été mis au ralenti, les Français inaugurent de nouvelles pratiques comme le visio-apéro. Donc les applications de visioconférence n'ont jamais été autant plébiscitées. On a les médias qui ne manquent pas de relayer également les apéros virtuels qui viennent rythmer notre quotidien. Et donc c'est intéressant de noter quand même qu'au début de notre suivi, en début de confinement, les Français n'étaient que 10% à déclarer prendre plus souvent l'apéritif. Ça monte ensuite à 16% en deuxième semaine. Et puis, ce qu'on constate, c'est que les prises d'apéritifs ont progressé de 51%. Donc jusqu'à présent, ils ont plutôt puisé dans leurs réserves. On n'a pas constaté de hausse massive encore d'achat de ces marchés-là, hormis des produits un peu moins sophistiqués, plus basiques, plus soft, vous voyez, comme les chips par exemple. Mais c'est une tendance à suivre car on le voit de semaine en semaine, les comportements changent à grande vitesse. Et donc, vraisemblablement, ils voudront reconstituer leur stock épuisé. Et donc, il faudra à ce moment-là que les linéaires soient au rendez-vous. Alors, les Français s'adaptent. Ils en profitent aussi pour tester de nouvelles pratiques comme faire la cuisine. On a vu les rayons farine d'ailleurs qui sont dévalisés et souvent en rupture de stock. Les foyers déclarent cuisiner plus, privilégier le faire soi-même, prendre plus de temps. En profiter pour faire la cuisine en famille avec leurs enfants et puis ils innovent également en concoctant des nouveaux plats. On a vu en effet fleurir des nouvelles émissions culinaires à la radio, à la télé, des tutos aussi sur Internet. Il y a l'émission de Cyril Lignac qui a fait plus de 2 millions de vues. Donc, je ne sais pas si on sera tous des top chefs, mais on aura sans doute quelques kilos en plus à la fin du confinement. Dans tous les cas, c'est une occasion aussi pour les marques d'aider les consommateurs en leur proposant des produits et des recettes ou des solutions clés en main pratiques et gain de temps pour faciliter la préparation des repas au quotidien. Parce qu'une partie de la population est à la maison avec plus de temps disponible, mais il y a une autre partie aussi qui fait du télétravail, tout en faisant l'école à ses enfants, qui doit préparer les repas, faire le ménage. Et donc, pour les familles avec jeunes enfants, c'est un vrai défi à relever chaque jour. Et donc, là aussi, les marques et les distributeurs peuvent les aider. Alors, comme les produits de grande consommation, on a les produits frais traditionnels, c'est-à-dire les fruits et légumes, la viande, le poisson, le fromage, etc. Ces marchés-là aussi voient leur vente progresser depuis l'arrivée du coronavirus.
mais ils sont beaucoup moins faciles à stocker et donc leur croissance se fait à un rythme moins dynamique. Ils sont pénalisés aussi par la fermeture des marchés, bien sûr, par la peur aussi de certains consommateurs de toucher ces produits qui pourraient les contaminer, ou ils ont peur aussi de traîner dans les rayons où ils peuvent croiser du monde. Donc les hyper et les supermarchés s'efforcent de tenir ouverts leurs rayons traditionnels parce qu'ils se sont engagés à offrir des débouchés aux producteurs français. Mais faute d'employés qualifiés, aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Donc cette crise, elle pourrait aussi être l'occasion de revenir à une consommation encore plus locale et plus responsable. Le message est déjà martelé d'ailleurs par les enseignes de la grande distribution depuis des mois, et ça a également amené Emmanuel Macron à remettre la question de la souveraineté alimentaire sur la table, donc de ne plus déléguer notre alimentation, d'en reprendre le contrôle. Donc la grande distribution est en première ligne de ce soutien aux producteurs en garantissant des fruits et légumes 100% français dans leurs rayons. Et ça semble d'ailleurs être en phase avec les attentes des Français qui plébiscitent les produits locaux. Ils vont de plus en plus directement aux producteurs en zappant la case magasin, en utilisant la vente directe également. Et donc on le voit finalement, l'origine des produits qui n'était pas la priorité des shoppers en début de confinement, eh bien petit à petit ça prend de plus en plus d'importance au fil des semaines. Je signale, il y a une petite erreur, c'est semaine 3 en haut à droite. Donc l'envie d'acheter des produits frais est bien là, mais les produits frais de production française sont beaucoup plus chers que les produits d'importation. Et donc le facteur prix sera bientôt un frein important pour une partie de la population qui a du mal à boucler ses fins de mois et qui aura du mal à accéder aussi à ces produits, d'autant qu'en début de crise, le prix avait été relégué au second plan, mais depuis une semaine, il y a un nombre croissant de Français qui perçoivent une hausse des prix. Alors ça ne se vérifie pas sur les produits PGC. Il n'y a pas d'inflation mesurée pour le moment par ERI, parce que les distributeurs se sont en effet engagés à bloquer les prix. Mais par contre, sur les produits frais traditionnels, qui cumulent pas mal de difficultés, la pénurie de main-d'œuvre, les coûts de transport, les produits français plus chers, comme vous pouvez voir, il y a des hausses de prix tout à fait conséquentes. Alors, les Français ont dépensé plus pour leur consommation alimentaire à domicile. Par contre, il y a certains marchés non alimentaires qui sont littéralement sinistrés. Donc, non seulement les boutiques de prêt-à-porter et les parfumeries sont fermées, mais le confinement aussi et le télétravail a un impact significatif sur notre routine de soins personnels. Ce sont des choses d'ailleurs qu'on avait mesurées en période normale. Les personnes qui travaillent à domicile se maquillent moins, s'habillent moins, mettent moins de déodorant. Et on le voit d'ailleurs, le marché du maquillage, par exemple, a littéralement plongé. Il est à moins 14% en volume. Il y a un rescapé, c'est le marché de la coloration, à plus 21%. Et donc, depuis le début du confinement, on a 20% des femmes qui déclarent ne plus se maquiller, 46% des gens qui s'habillent de manière décontractée, en jogging, par exemple, ou même restent toute la journée en pyjama, pour 12% d'entre eux. Donc tout ça, ce sont des pertes sèches pour ces marchés, puisque finalement, seulement 10% ont continué à acheter du textile online ou en hyper au supermarché, ce qui signifie qu'il n'y a pas de report sur ces circuits actifs pour ces marchés qui sont jugés plus futiles ou moins essentiels. Donc en résumé, pourquoi ça a autant progressé ? En un, la peur de manquer qui a généré un effet de stockage. En deux, plus de repas à la maison et avec du transfert du hors domicile. En trois, des nouveaux moments de consommation avec du grignotage, des apéritifs, etc. Et puis également de nouvelles façons de cuisiner. Alors maintenant, deuxième partie, quel impact cela a eu sur les circuits de distribution et les enseignes ? Alors, on a vu en pré-confinement des magasins pris d'assaut et des chariots remplis à ras-bord. Donc, en moyenne, sur mars, la hausse des achats PGC est transversale à tous les circuits, mais elle profite un peu moins aux circuits de discount, les fameuses enseignes qu'on appelle les EDMP, les enseignes à dominante marque propre, parce qu'elles vendent très peu de marques nationales. Alors, elles sont moins fortement bénéficiaires parce qu'elles n'ont pas de drive. Ensuite, ce n'est pas forcément un circuit où on va faire un plein avec des produits de précaution.
Puis ils ont aussi une offre qui est plus courte, donc s'il y a des ruptures sur des produits, il n'y a pas de possibilité de switcher sur une autre marque. Et puis, comme je disais, c'est un circuit qui propose peu de marques, ces marques qui ont cette capacité à rassurer les consommateurs en cette période de crise. Et puis, on a vu le facteur prix aussi, qui est leur premier atout. C'était moins la priorité du moment, du moins jusqu'à présent. Alors que dans le même temps, il y a les supermarchés, la proximité et le e-commerce, quant à eux, donc, enchaînent les ventes records. Et du côté des hypermarchés, malheureusement, l'euphorie du début n'aura pas duré très longtemps. On a des consommateurs qui sont incités à aller faire leurs courses au plus près de leur domicile. Donc, ils se sont reportés vers les plus petites surfaces. Or, seulement 6% des Français vivent à moins de 5 minutes d'un hypermarché, contre 32% pour les magasins de proximité. Et donc, c'est un retour de bâton assez violent pour les grandes surfaces, hein, qui étaient déjà confrontées à une baisse régulière et structurelle de leur part de marché. D'autant qu'il y a d'autres facteurs qui viennent aggraver leur situation. La fermeture des centres commerciaux, le départ également donc, de nombreux habitants de la région parisienne qui pèsent aussi très lourd dans la balance. Et puis l'étalement des courses tout au long de la semaine, donc qui pénalise le samedi. Donc on a une accumulation de facteurs qui fait que les hyper ont perdu 2,3 points de part de marché. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et en avril, malheureusement, la situation risque d'être très difficile pour eux, puisqu'ils rentrent dans une période qui est historiquement forte pour eux, avec les opérations de mise en avant sur Pâques et les opérations beauté. Donc les Français leur ont préféré le commerce en ligne, qui a recruté plus de 8 points de pénétration. Donc ça fait 2,5 millions de nouveaux clients pour ce circuit, plus 50% de trafic. Donc je dirais que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est effectivement une période qui est propice aussi à tester et à découvrir de nouveaux sites. 15% ont découvert des nouveaux sites web pour leurs achats de vêtements, par exemple. Et donc certaines de ces nouvelles habitudes perdureront sans doute au-delà de la période de confinement. Alors les drives sont les grands gagnants de cette crise. Parmi les nouveaux clients, hein, qui sont à hauteur de 7%, presque tous, ils sont venus pour la première fois. Et 30% d'entre eux envisagent d'y retourner à l'issue du confinement. Donc, et le drive reste très bien noté, malgré les petits bugs informatiques, avec parfois des délais beaucoup plus longs pour passer ses commandes. Également, un circuit où il y a moins de choix, des produits manquants parfois. Mais le bénéfice sécurité qui est ressenti par les shoppers, finalement, prime. Et le drive devrait se développer encore davantage à l'avenir. Alors, cette situation exceptionnelle redistribue les cartes au sein des enseignes. Il y a une fragmentation des courses qui s'est accélérée. On a fréquenté plus d'enseignes en moyenne au mois de mars, 2,8 contre 2,6. C'est une hausse tout à fait significative. Et puis, autre signe des temps, Leclerc, pour la première fois depuis 20 périodes, n'a pas gagné de part de marché sur le mois de mars. Alors, moins surprenant, de façon assez logique, on a des enseignes de grands hypermarchés comme Carrefour, Auchan et Casino qui sont en repli. Mais ce sont aussi des modèles d'enseignes intégrés et donc ils vont devoir accélérer leur transition pour être plus agiles et plus rapides dans leur capacité d'adaptation. Et à l'inverse, on a toutes les enseignes de proximité, sans exception, qui décollent. Carrefour Market, Carrefour Proximité, Auchan Supermarché, Franprix notamment. Et sur le format du supermarché, on a deux enseignes qui se distinguent particulièrement. Intermarché tout d'abord, qui gagne 0,8 points de part de marché et qui décroche la combinaison gagnante avec un parc de magasins très étoffé, donc ce qui la rend accessible partout en France. Des drives aussi très actifs, et puis des patrons de magasins indépendants qui sont très connectés avec leurs clients et qui ont réagi très vite. Et idem pour U, qui gagne 0,6 points de part de marché. Donc c'est une évidence, la grande distribution en France a bien et vite agi pour protéger ses salariés et ses clients. Beaucoup ont fait preuve d'une rapidité exemplaire. Et donc finalement, si la crise peut renforcer les liens entre les Français et leurs commerçants, ce sera une bonne chose. Et ça semble le cas d'ailleurs, puisque les indices de confiance qui étaient au plus bas avant la crise ont fait des bonds. Et c'est le cas d'ailleurs pour tous les acteurs des filières alimentaires qui sont au cœur de la gestion de la pandémie.
Donc c'est un moment opportun pour consolider ce regain de confiance et pour aider les consommateurs à gérer au mieux leur approvisionnement, mais aussi en étant à l'écoute de leurs préoccupations actuelles. Donc cette crise va peut-être permettre de favoriser une nouvelle vision de l'agriculture et de l'agroalimentaire, hein. Certains n'hésitent pas à les qualifier d'ailleurs de sauveurs de la nation. Et l'État récemment a appelé les Français sans activité à participer aux récoltes de la grande armée de l'agriculture française. Alors on notera juste au passage l'exception Amazon, hein, qui est la seule à reculer et qui perd 2 points de confiance. Alors, le retour en grâce de la grande distribution est tel en ce moment que l'approvisionnement en produits alimentaires ne préoccupe que 30% des Français, alors qu'ils restent très préoccupés par la crise sanitaire et le risque de contamination, et que le fait de ne pas voir leurs proches leur pèse aussi de plus en plus. Alors, je le disais, la grande distribution a agi vite. Et puis, elle a aussi beaucoup communiqué avec ses clients. Elle a su garder ce lien, hein, qui est vraiment très précieux et qui est un peu l'urgence du moment. Donc, dans ce contexte particulier, c'est vraiment primordial de continuer, Pierre l'a dit, mais de continuer à communiquer pour rester à l'esprit de vos consommateurs, hein. Il faut les informer sur les mesures de sécurité qui sont prises pour les clients, les employés des magasins, mais aussi autour des actions solidaires qui sont menées sur l'origine des produits. Beaucoup l'ont fait en expliquant leur soutien aux producteurs français, leur engagement sur le blocage des prix aussi pour protéger les consommateurs de l'inflation, sur les mesures qu'ils ont prises post-pandémie également. Et d'ailleurs, on a 87% des Français qui ont entendu parler des initiatives des marques et qui s'accordent à dire qu'il s'agit d'une bonne initiative de leur part. Et on voit que les enseignes de grandes surfaces alimentaires ont été particulièrement remarquées et plébiscitées, Carrefour, Leclerc et Intermarché notamment. Alors, quels sont les enjeux pour les acteurs de la grande consommation ? Les enjeux, ils sont multiples. Tout d'abord, il faut rester très vigilant sur les critères de la santé et de la sécurité. C'est vraiment le prérequis, parce qu'il y a toujours une crainte de la contamination qui reste très forte chez les Français. Donc, assurer la sécurité pour les employés, les clients, bien sûr. La santé, ça peut être, par exemple, de proposer des produits qui boostent les défenses immunitaires. Donc, en Asie, par exemple, ils mettent en avant le jus d'orange, des plantes comme le ginseng, des produits probiotiques. Agilité, adaptabilité, j'en ai parlé, mais c'est assurer la disponibilité en magasin, répondre toujours au plus vite à la demande, assurer la production, la logistique. Et puis, c'est être au rendez-vous des nouvelles attentes aussi. Accompagner les consommateurs donc, dans cette période difficile, parce que ce qui se joue en ce moment, finalement, c'est la relation de confiance et de fidélité pour les mois à venir. Donc concrètement, ça signifie mener plusieurs batailles en parallèle, celle de l'offre, mais c'est aussi une opportunité de développer de nouveaux marchés, par exemple en surfant sur les nouvelles tendances consommation à domicile, hein, donc la praticité, le retour au cooking, les apéros, etc. Beaucoup de gens font du sport à domicile, donc on peut aussi proposer des produits énergisants, des boissons, des barres de céréales. C'est renforcer la disponibilité des produits dans les commerces de proximité et le online, hein, où la fréquence d'achat va continuer à augmenter. C'est mener la bataille de la livraison aussi, donc proposer des nouveaux services de livraison à domicile, ou la mise à disposition des Amazon Locker, par exemple, et puis jouer sur le paiement mobile en favorisant le sans contact ou le paiement mobile. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, hein, beaucoup de créativité, à la fois du côté des industriels et des distributeurs, mais aussi des consommateurs, qui parfois d'ailleurs ont une petite longueur d'avance sur tout le monde. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres, hein. Donc voilà, des casquettes anti-crachat, du pain spécial confinement avec peu d'ingrédients, etc. Donc quand on reprochait aux entreprises traditionnelles une certaine inertie, là on voit bien que vraiment la réactivité est au rendez-vous, hein. C'est une question de survie. Elles cherchent de nouveaux leviers pour continuer à générer du chiffre d'affaires.
et parfois même elles n'hésitent pas à sortir de leur activité habituelle pour se rendre utiles également. Donc les distributeurs de leur côté ne sont pas en reste et donc vous voyez ici Carrefour propose des paniers alimentaires pour une semaine au prix de 5 € par jour par personne par exemple. On a aussi l'initiative de Rungis qui livre chez vous. Et puis de plus en plus, bien, les acteurs de la grande distribution s'unissent entre eux également pour créer de nouveaux services à l'image donc de Carrefour et de Uber Eats par exemple. Et enfin, plus que jamais, les marques doivent aussi répondre à des consommateurs qui sont plus engagés et qui voient désormais l'entreprise comme une entité dont la finalité, c'est pas seulement de faire du profit, mais qui doit aussi avoir une contribution positive sur l'environnement ou sur la société. Donc s'engager, ça pourrait devenir une priorité dans ce contexte de crise. Et les marques seront sans doute amenées à prendre position sur toute une série de questions sociales qui vont de l'écologie à l'égalité des sexes, la réduction des inégalités, etc. Et cette exigence des consommateurs, elle va s'amplifier dans les mois à venir. Alors, les marques et les distributeurs doivent faire, mais doivent dire aussi ce qu'ils font. Et étonnamment, le dire, c'est aussi important que le faire. Il y a souvent une crainte des marques d'être taxées de greenwashing, mais il faut prendre ce risque parce que d'une part, c'est une demande des consommateurs qui veulent comprendre, ils veulent être informés, etc. Et d'autre part, quand les marques communiquent sur leurs engagements RSE, eh bien, c'est bénéfique à leur image. Ça restaure notamment la confiance. Vous voyez, 70% des campagnes RSE renforcent la confiance en moyenne de 8 points. Et donc, c'est un item crucial et qui sera encore plus dans les mois difficiles à venir. Et puis, c'est aussi bénéfique pour leur part de marché parce que ça permet de recruter de nouveaux clients. Et donc, qui dit nouveaux clients dit augmentation du chiffre d'affaires de 25% en moyenne. Donc, ça permet aussi de booster les performances de vente des marques. Alors, que va-t-il se passer après le confinement? Alors, c'est très difficile à dire parce que les comportements changent très vite et on est face à une situation qui est totalement inédite, donc ça rend les projections un peu compliquées. Donc, on a regardé du côté de la Chine, par exemple, où la consommation a retrouvé ses niveaux d'évolution habituels environ 6 semaines après le déconfinement. Et donc, on a fait un mix entre les évolutions qu'on a pu observer en Chine et puis les spécificités bien françaises. Donc, au cours des dernières semaines, on a vu de nouveaux comportements qui ont émergé. D'autres se sont mis un peu en sourdine momentanément. D'autres étaient déjà amorcés avant le Covid-19, mais la crise va jouer un rôle de catalyseur et du coup accélérer l'installation de ces tendances. Donc face à la question de comment vont évoluer les comportements et les marchés après le confinement, on a réparti les catégories en 4 groupes. Donc ce qui va rester dynamique, donc comme le commerce online, la proximité. Les Français ont redécouvert les joies de la cuisine, donc il est possible aussi que la tendance du fait maison perdure quelque temps. L'obsession de l'hygiène et de l'entretien aussi. Apéritifs, les produits locaux également, ça va rester en forte croissance. Et puis la crise économique qui nous attend, selon les spécialistes, sera sans précédent. Il y a beaucoup de revenus qui vont être en baisse. On a déjà atteint 8 millions de Français qui sont au chômage partiel. Donc la question du pouvoir d'achat, ça risque de venir de la capacité d'achat. Et donc on a une préoccupation autour de prix qui va venir prépondérante. Alors, ce qui va baisser, les hyper vont souffrir parce que la peur d'aller en magasin ne va pas revenir tout de suite. Les fruits et légumes, les produits saisonniers, les conserves. Le vrac, on peut se poser la question, c'était en forte progression avant la crise. Est-ce que ça va rassurer les consommateurs pour des questions d'hygiène? Et puis la coloration, dans un premier temps, beaucoup de gens vont se ruer chez leur coiffeur et donc la coloration va baisser. Ce qui va revenir ou ce qui risque de revenir à la normale, j'ai envie de dire qu'après la frénésie des achats alimentaires, la déconsommation et une consommation plus responsable vont reprendre le dessous. Les consommateurs vont reprendre
leurs habitudes, ils vont regarder de nouveau les étiquettes, vérifier la composition des produits, utiliser Yuka. On peut se poser la question aussi de l'agribashing, le distribashing, après voilà, les avoir plébiscités, est-ce que on va revenir aux anciennes tendances. Et enfin, ce qui risque de reprendre, mais de façon très lente, eh bien, ce sont les marchés de la mode, des soins et du maquillage qui risquent d'être perçus comme moins essentiels. On a pu s'en passer finalement pendant cette crise, donc on peut peut-être s'en passer encore quelques temps, et donc tous ces marchés-là risquent de reprendre beaucoup plus lentement.